et du mois de Ramadan. Nous sommes à l'approche du mois de Ramadan. Je vais répéter des choses que vous connaissez. Il y a aujourd'hui environ 1,5 milliard de musulmans. Et sur ce 1,5 milliard de musulmans, sachez que les diabétiques, 79% des diabétiques de type 2 et 43% des diabétiques de type 1 ont au moins jeûné 15 jours. Ça, c'est l'étude des pédiatres sur laquelle on va y revenir. Donc, beaucoup de diabétiques jeûnent, malgré les conseils des médecins, pris en charge ou pas pris en charge. Donc, il faut tenir compte. La prévalence du diabète est en augmentation. Donc, il y aura encore de nouveaux diabétiques. Le mois de Ramadan revient chaque année. Donc, il y aura toujours... C'est un mois. Alors, on profite du mois de Ramadan, pas uniquement pour prévenir jeûner ou pas jeûner, mais pour être une occasion, pour rappeler l'importance de la prise en charge, l'importance des mesures diététiques et l'importance de la prévention dans l'entourage du diabète. Voilà le plus important aussi. Et votre rôle en tant que médecin généraliste, c'est important. Quand vous avez une patiente qui vient avec son frère ou son mari, qui est lui-même un cousin, si elle est diabétique, il court le risque de devenir diabétique. Si c'est son frère, c'est encore plus. Alors, je parle... Et malgré tous les efforts consentis, 25% au moins des patients diabétiques suivis ne reçoivent aucune recommandation. Ça, c'est à l'étude du monde, à l'échelle du monde arabe. Alors, les études sur le mois de Ramadan, bon, parce qu'il faut que vous sachiez aussi, quand on parle d'études, les études qui sont publiées dans les grandes revues, c'est des études avec des règles. Avec le mois de Ramadan, c'est très difficile. Très difficile. D'abord, c'est un mois par an. Ce mois, il est tout le temps en train d'avancer. Une fois, il est en hiver, une fois en été. Il change selon les pays, selon les régions. Il y a des régions où le soleil ne tombe jamais. Hein. Comme vous êtes en Norvège et en Finlande, à minuit, c'est encore clair. C'est extraordinaire, c'est remarquable. Deuxièmement, il y a les aspects sociologiques, culturels, religieux qui sont extrêmement impliqués. Et le mois de Ramadan n'est pas uniquement un mois de jeûne, c'est un mois de fête. Et je voudrais insister sur quand on fait des études, toutes les études sont biaisées. Toutes les études sur le mois de Ramadan sont biaisées parce qu'on s'intéresse à un nombre réduit, on demande à un groupe de jeûner et de ne pas jeûner, et ce n'est pas toujours accepté. Donc, vous voyez, alors que quand vous faites une étude, vous randomisez, vous tirage au sort. Celui-là, il prend le médicament, celui-là, il ne prend pas le médicament. Et le médecin lui-même qui est dans l'enquête ne le sait pas. Ne le sait pas. Et il faut, la même chose pour le mois de Ramadan, un groupe jeûneur, un non-groupe jeûneur. Et que ce soit statistiquement valable. Donc vous voyez que c'est pas évident. Ensuite, les paramètres sont bons. La période de jeûne, l'âge, le sexe, l'ancienneté du diabète, l'existence ou non de complications, ça complique les paramètres d'étude de la maladie diabétique. Et j'insiste toujours sur le rôle important de l'équipe soignante. Le rôle important de l'équipe soignante. Il y a eu beaucoup d'études. Le consensus de Casablanca. Le pays a été le premier qui a décrété le consensus 95 avec un consensus international avec de très nombreux pays à Casablanca. Il y avait le groupe de travail, il y avait le groupe de l'ADA, l'Association américaine du diabète, il y a le groupe de la Fédération internationale qui a publié récemment en 2016-2017. Bref, les guidelines ne manquent pas. Nous-mêmes, nous avons participé à des études plus centrées. Je rappelle que la première grande étude sur le diabète a été faite par notre professeur Ben Abed en 1993, publiée dans le British Medical Journal. Plus de 560 patients étaient traités. Donc il y a eu après d'autres études. Et lorsqu'on s'adresse aux jeunes, vous savez, quand on demande, nous sommes tous des musulmans, nous savons que c'est que le jeûne, et ne pas manger. Si on n'a pas de sucre, si on n'a pas de nutriments, l'apport calorique, notre corps s'adapte. Et nous avons la néoglycogénèse et la glycogénolyse qui s'enclenchent. Parce que nous avons une glycémie qui doit rester stable. Et c'est l'emballement de la lipolyse. Vous connaissez la cétose de jeûne. Quand les gens se mettent à jeûner, ils développent la cétose. Et
et c'est le début pour maigrir aussi. Alors au cours du jeûne, je rappelle, il y a un problème d'hydratation, il y a un problème d'hypoglycémie, il y a un problème de sommeil court et fracturé. Et donc tout ceci va avoir des répercussions qui ne sont pas importantes chez le sujet normal, parce que notre corps a une capacité extraordinaire de s'adapter, et quand il s'agit d'un patient qui a une morbidité, quand il s'agit d'un diabète, quelque chose de très différent. Et notre rôle en tant que médecin, c'est de suivre, de conseiller nos patients pour qu'ils courent le moins de risques. Donc le jeûne comporte deux phases, une phase d'adaptation et une phase d'équilibre, et l'organisme finit par surmonter chez le sujet normal, en bonne santé, le jeûne. Tout le monde supporte le jeûne, tout le monde a fait le jeûne. Alors les modifications métaboliques, globalement, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'elles sont bénéfiques. Il y a même maintenant des traitements par le jeûne. Donc on peut traiter par le jeûne. Mais quand il s'agit du diabète au ramadan, il faut savoir qu'il y a c'est une situation à risque. Le risque, c'est le diabétique. C'est la première des risques, c'est l'hypo. La déshydratation, le risque thrombotique lié à la déshydratation, l'hypercoagulation, l'hyperglycémie, la décompensation acidocétosique, en particulier les patients sous insuline, et le déséquilibre associé. Vous savez que les médicaments que reçoit un patient, hypertendu, cardiaque, asthmatique, diabétique, sont faits pour des gens non jeunes. Dès que vous changez l'horaire des médicaments, vous perturbez tout. Tout est perturbé. Les médicaments qui doivent être pris dans la journée, ce n'est pas comme les médicaments qui sont pris dans la nuit. Et on ne peut pas faire des études sur le mois de Ramadan qui arrive une fois par an et qui va changer chaque année. Chaque année, il va se déplacer. Voyez. Donc c'est très compliqué. Une des études qui reste phare, importante, parce qu'elle a concerné 12 900 patients avec 13 pays musulmans dans le Maroc, et il y avait des praticiens du pays, il y avait des généralistes du Maroc, il y avait des diabétos, des internistes, et chaque médecin était appelé à interroger des patients. Regardez qu'est-ce qu'elle a montré cette étude. Elle a montré, je vais passer sur tout le reste, c'est surtout pour insister, que 42% des diabétiques de type 1 jeunes dans le monde, 78 de type 2. Au Maroc, pour le type 1, 9,4 de type 1, jeune. Contre 71% en Arabie Saoudite. Bien sûr, quand on est jeune de type 1, on fait courir des risques. Pourquoi? Parce que notre islam est beaucoup plus soft, adapté. Les choses que vous savez, c'est que le fuqaha sont toujours très liés au risque. C'est-à-dire qu'ils monsieur, ne jeûnez pas, dites, suivez votre corps. Le religieux va expliquer ce qu'il faut faire pour compenser le... Mais ils n'interfèrent pas. En Arabie Saoudite, dans le pays du Golfe, ils interfèrent. Et vous avez des médecins qui interfèrent. Moi, j'ai vu des cardiaques, des insuffisants rénaux, des dialysés, jeûner. Haram, haram. صحة الأبدان قبل الأديان. Le risque numéro 1, c'est l'hypoglycémie. Et dans le diabète de type 2, parce que chez nous au Maroc, on est tous d'accord pour que le type 1 ne jeûne pas. C'est des risques inutiles. Déjà, trouver un diabétique de type 1 bien équilibré, avec ses horaires de repas, ses doses, de rapide, de retard, etc., et lui l'amener à jeûner, c'est le foutre dans un terrible problème. Le diabète de type 2, le risque est multiplié par 7,5 pour le type 1 et par 5 pour le risque d'hypoglycémie. Pardon, le risque d'hypoglycémie est multiplié par 7,5 et le risque d'hyperglycémie par 5 dans le diabétique de type 2. C'est énorme. Nous savons que le risque d'hypoglycémie, l'a montré Madame Professeur Ben Abed, comme quoi il y a un risque chez tous les patients qui reçoivent un traitement diabétique de type 2, que ce soit sous insuline ou que ce soit sous des agents oraux. Donc le risque d'hypoglycémie est réel. Et
et que quel que soit le médicament, les sulfamides, tous les sulfamides font courir le risque d'hypoglycémie chez les patients diabétiques qui ont jeûné. Regardez, ça passe de 14% et ça peut aller jusqu'à 27%. Presque un malade sur 4, un malade sur 3 risque de faire une hypoglycémie. Le deuxième risque, c'est la déshydratation. Et la déshydratation va aggraver, bien entendu, parce que le fait que le patient ne boive pas d'eau, et surtout dans les périodes de chaleur qui arrivent, le mois de mai, pour nous au Maroc, c'est un mois chaud, et dans certaines régions, en particulier dans le sud, dans le Sahara, dans les parties il fait très très chaud, et les gens ne tiennent pas, et ils font une aggravation de l'insuffisance rénale, et ils font une hypercoagulité accentuée avec un risque de thrombose et de problèmes cardiaques. L'hyperglycémie est le deuxième problème aussi. Lié, les patients ne prennent pas leurs médicaments, s'ils jeûnent, ils s'exposent à un risque d'hyperglycémie et d'acétocétose, et qui est lié justement à la réduction du traitement ou à la réduction des doses d'insuline. Parfois, les patients, en voulant jeûner, ils réduisent les traitements pour ne pas courir le risque d'hypoglycémie, mais ils tombent en hyperglycémie. Et souvent aussi les repas, vous connaissez la cuisine marocaine comment, la table marocaine, les gens mangent trop et ils font des hyperglycémies trop importantes, ou à l'occasion du mois de Ramadan, il fait une grippe, il fait une diarrhée, une intoxication alimentaire ou autre, et hop, le cercle vicieux s'installe. Donc, dans le cas particulier de diabète de type 1, qui manque d'insuline et qui est dépendant pratiquement de l'insuline exogène, il est très difficile de l'exposer à un risque incalculable et des bénéfices tout à fait aléatoires s'il jeûne. Il ne court que des risques. Le diabète de type 1 sous insuline, on met beaucoup de temps pour trouver l'équilibre, ça serait dramatique de l'exposer. Et je pense qu'au Maroc, on a la chance qu'il y a ce consensus général entre les médecins, les diabétiques marocains ne jeûnent pas, alhamdoulilah. Alors, la cuisine marocaine, vous savez, toutes les tables marocaines, pendant le Ramadan, très riches, très variées. Diabète et Ramadan, que faire en pratique? Alors, il y a plusieurs catégories de personnes. Plusieurs catégories de personnes. Il y a des patients qui n'observent pas le jeûne. Eux-mêmes, ils viennent vous dire j'ai peur, etc. J'ai vu mon papa ou ma soeur qui a jeûné et qu'on lui a coupé le pied ou il est tombé dans le coma. Il y a des gens qui ont peur pour leur santé, et tant mieux. Ceux qui disent ne pas faire le jeûne, mais ils le font en réalité. C'est-à-dire, ils jeûnent, ils sont en train soi-disant, ils jeûnent, ils ne mangent pas, mais en même temps, ils mangent à des horaires impossibles, et donc ils se retrouvent dans des situations que vous ne comprenez pas. Alors, votre rôle, c'est de comprendre qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe pour aider ce patient. Il y a ceux qui tiennent à jeûner. Il y a des catégories de patients qui tiennent à jeûner, et c'est là toute la difficulté. Et ceux qui le font avec l'aval du médecin. Il y a des patients qui sont à autoriser à jeûner parce qu'ils ne courent pas beaucoup de risques et on voit le Les recommandations. Alors, pour étudier, chaque patient est un cas particulier. En médecine d'une manière générale et dans le diabète en particulier. Donc, chaque patient est un cas particulier. Notre rôle en tant que médecin, c'est d'évaluer, de voir l'état général du patient, l'âge du patient, l'ancienneté du diabète. Plus un patient, le diabète est ancien, plus il est difficile encore à équilibrer. Le type de diabète, le type de traitement, la glycémie, la qualité de l'équilibre, la fréquence des hypoglycémies. Un patient qui fait des hypoglycémies, ce n'est pas un candidat à jeûner. La pression artérielle, est-ce qu'elle est équilibrée? Des affections récurrentes et l'état de complications dégénératives. Tout ça, nous devons en tenir compte avant de prescrire et dire « Monsieur, vous pouvez jeûner » ou « Là, monsieur, vous ne pouvez pas jeûner ». Et dans le diabète de type 1, ne jamais encourager le patient à jeûner. Jamais. Type 1 ou insulinotraité. Même insulinotraité. Les gens sous insuline, il vaut mieux ne pas les encourager à jeûner, sauf s'ils tiennent absolument à jeûner. À ce moment, vous essayez de voir comment adapter, ajuster, mais toujours avec prudence et ne pas donner l'impression d'encourager le patient à jeûner. S'il vous plaît,
C'est notre position au niveau de la Ligue, au niveau de l'hôpital Avicenne. Et moins les diabétiques jeûnent, moins vous aurez des problèmes. Et tout le monde se portera. Et bien entendu, si le patient tient à jeûner, par exemple un type 2 qui est sous insuline, qui tient à jeûner, vous êtes obligé de l'accompagner s'il tient à jeûner. Mais vous lui dites, s'il vous plaît, vous faites les contrôles glycémiques. Faites le contrôle le matin, faites le contrôle à 16h, faites le contrôle à 19h, faites le contrôle à 3, après le ftor, et vous allez voir qu'il va changer d'avis lui-même. Il va voir des 3 grammes, des 4 grammes, il va se rendre que le mois de Ramadan est un mois difficile, et ce n'est pas, quelque chose de facile pour lui. Alors, dans le diabète de type 2, il y a un certain nombre de patients qui peuvent jeûner et qu'on peut autoriser, surtout quand le diabète est bien équilibré et il n'existe pas de comorbidité et que le type de traitement le permet aussi. Il y a des traitements qui ne font pas courir de risque d'hypoglycémie. Notamment les derniers qui sont malheureusement chers pour beaucoup de patients, les inhibiteurs de la DPP4, les SGLT2 que je vous ai présentés lors de la journée mondiale du diabète, sont des médicaments magnifiques, mais ils sont encore trop chers pour la majorité des patients. Ils ne font pas courir de risque d'hypoglycémie. Les SGLT2 ont un avantage cardiologique parce qu'ils réduisent les risques de risque cardiovasculaire. Les GLP1 qui existent au Maroc, il y a d'autres qui arrivent au Maroc, c'est des injectables, mais c'est les agonistes des récepteurs du GLP1 et qui ne font pas courir le risque d'hypoglycémie. Ils coupent l'appétit, ils améliorent l'insuline-résistance, ils améliorent la glycémie. Et de toute façon, même si ces patients sont sous ce traitement, ils sont bien équilibrés, toujours que le traitement soit avec le ftor et sahur, avec le ftor et sahur et avec le contrôle des glycémies pour être sûr que ces patients ne développent pas des hyperglycémies parce qu'ils n'auront pas à faire beaucoup d'hypoglycémie sous ce traitement. Par contre, les patients qui sont sous metformine, en général, la metformine ne fait pas courir de risque d'hypoglycémie. On garde, si le patient, si on arrive à l'autoriser, on se dit ce patient peut jeûner, on va voir, il garde les 2 tiers au ftor et 1 tiers au sahur. Pour les sulfamides de nouvelle génération qui existent, que vous avez dans les centres de santé, on réduit du tiers, toujours. Le maximum de la posologie au ftor est une petite, la moitié. On répartit 2 tiers, 1 tiers, en réduisant la totalité totale des sulfamides parce que les sulfamides induisent l'hypoglycémie. Les glynides sont des équivalents des sulfamides, même s'ils sont un peu moins forts, et on les donne avant chaque repas. Les inhibiteurs de la DPP4 que je vous ai parlé, ce sont des médicaments qui ne font pas courir de risque d'hypoglycémie. On change uniquement les horaires de prise. Au lieu que ça soit le matin et le soir, ça sera le ftor et sahur. Et en général, avec ces médicaments, on ne change pas les doses. Alors, il n'y a pas que le traitement, il y a la nutrition. Et je vous ai montré la table marocaine, et il faut que, non seulement pour les diabétiques, mais pour tout le monde, beaucoup d'entre nous mangent n'importe quoi et grossissent. Moi, j'ai 3-4 kilos en moyenne des patients que je vois qui n'ont pas spécialement le diabète, la thyroïde ou autre chose, qui grossissent de 3-4 kilos après le mois de Ramadan. Donc, méfions-nous de la table trop riche et de l'alimentation hyper calorique, hyper sucrée. C'est-à-dire que on essaye, pour que ces patients mangent surtout l'alimentation qu'ils ont l'habitude de prendre et répartie entre le ftor et le sahur et un tout petit peu au isha, en sachant qu'il faut privilégier tout ce qui est légumes, tout ce qui est salade, les fruits, ils gardent les fruits, ils réduisent le pain, les dattes ne sont pas interdites, mais on doit manger en quantité réduite, éviter les sucreries, les gâteaux, les sfouf, les machins que nous avons. Et commençons par donner l'exemple, nous-mêmes, et prendre le sahur le plus tard possible. Ça, c'est un conseil à nous tous, et aux diabétiques en particulier, et ne pas manger le double en participant au repas familial. Parce que les diabétiques, généralement, ils mangent le matin, à midi, le soir et le dîner, ils mangent plusieurs fois par jour, et donc ils perturbent aussi leur diabète.
l'activité physique, donc de nombreux collègues ont parlé de l'activité physique, garder un niveau acceptable d'activité physique, le laisser après le ftour, ou si le patient tarawih par exemple, ou si le patient tient à faire, ou à la patiente avant que ça soit très modéré pour qu'elle ne trouve pas de risque d'hypoglycémie. Alors dans tous les cas, il faut parler de l'autosurveillance qui doit être fréquente, la glycémie capillaire, même urinaire, quand les patients ne se sentent pas bien. Vous vous rappelez, Madame Professeur Loubna Ben Amar avait insisté beaucoup sur la bandelette, de mettre la bandelette. Alors si dans la bandelette il y a beaucoup de sucre, beaucoup de l'acétone, il faut se méfier. C'est peut-être un début de décompensation, surtout si le patient est fatigué. Il faut arrêter de jeûner. Et la tenue du carnet de surveillance. Donc, un patient, c'est toujours un carnet de surveillance. Pour voir, parce que pour ne pas venir vous dire, hier j'ai trouvé une glycémie élevée ou une glycémie normale, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours de jeûne? Et le contrôle médical doit être rapproché. C'est-à-dire que quand vous voyez ces patients, il faut essayer de garder le contact pour le revoir facilement, parce qu'ils ont besoin d'être conseillés et rassurés. Interrompre le jeûne sous toutes ses formes, quel que soit l'état du patient, lorsque la glycémie est inférieure à 0,7, même s'il a l'impression de ne rien sentir, il arrête. Parce que là, il court vers l'hypoglycémie. Ou si la glycémie est supérieure à 2,50, on ne veut pas de décompensation diabétique, on ne veut pas de déshydratation, on ne veut pas de problème inutile. Sachez qu'un patient qui est hospitalisé à cause du jeûne, c'est des coûts pour lui, c'est des risques supplémentaires et c'est des coûts pour la société. Une hospitalisation pour hypoglycémie ou hyperglycémie est très coûteuse. Donc un diabétique qui est suivi a tout intérêt à ne jamais être hospitalisé. Et s'il n'est jamais hospitalisé, tout le monde est gagnant. Le patient lui-même et sa famille. Alors pourquoi jeûner malgré les risques? Là, c'est la sociologie qui rentre, c'est le profil de tout un chacun, c'est un marqueur d'identification culturelle. Il y a des patients qui éclatent en sanglots, des hommes qui éclatent en sanglots quand vous leur dites, monsieur, je pense que le ramadan n'est pas bon pour vous. C'est très fort parce que le ramadan dans notre imagination est très fort, dans notre culture, dans la société marocaine. C'est un sentiment d'appartenance au groupe. C'est ne pas sentir de différence. Quand un patient ne jeûne pas, ça veut dire qu'il est différent, une sorte d'exclusion. Et on veut jeûner pour croire que finalement le diabète n'est pas une maladie grave. Oui, je jeûne, après tout le mal. Bon, ce n'est pas le cas. Il y a des patients qui ont intérêt à jeûner, à qui on conseille le jeûne. Surtout lorsqu'ils ont du poids, lorsqu'ils n'ont pas de comorbidité et lorsqu'ils ont des traitements qui ne les font pas courir de risque d'hypoglycémie. Mais un patient qui est sous insuline, attention. Un patient qui a des comorbidités, attention. Alors, nous disons toujours, notre religion est très tolérante. Et malgré la tolérance de notre religion, le conseil du médecin que nous sommes, un nombre non négligeable de patients va s'obstiner à jeûner. Notre rôle, on n'interdit pas. Notre rôle de médecin est d'expliquer les risques, de convaincre les patients et l'entourage du patient, et d'accompagner le patient, quel que soit son choix, surtout ceux qui tiennent absolument à jeûner, ne pas leur dire si vous jeûnez, vous ne revenez pas me voir. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. S'il vous plaît, vous leur dites, je vous déconseille fortement le jeûne parce que vous risquez beaucoup de choses et il y a des choses que vous ne voyez pas. Ce n'est pas uniquement votre sentiment. La biologie va le montrer. L'insuffisance rénale qui s'aggrave, vous ne la voyez pas. Et croyez-moi, les patients sont très sensibles à ce discours quand vous êtes avec eux, quand vous les comprenez, quand vous les accompagnez et qu'ils fassent des glycémies capillaires. Qu'ils fassent des glycémies capillaires et vous allez voir que beaucoup vont arrêter de jeûner parce qu'ils voient que leur santé est d'abord. Sihhatul abdan qabla al-adyan. Et chaque patient est un cas particulier. Il ne s'agit nullement de généraliser. J'ai des patients qui jeûnent, j'ai des patients qui ne jeûnent pas, j'ai des patients à qui je conseille de jeûner, j'ai des patients à qui je déconseille de jeûner. Et tout médecin,
nous sommes tous, et vous serez toujours confrontés à différentes situations dans la même famille. Un diabétique peut jeûner, son frère ou sa sœur ne doit pas jeûner. Dans la même famille. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que chaque individu, vous étudiez les risques potentiels. Quand les risques sont faibles et que le patient tient à jeûner, on l'accompagne. Mais si les risques sont trop forts, vous découragez. S'il tient à jeûner, vous l'accompagnez. Merci pour votre attention.